Je reçois aujourd'hui un homme politique surtout connu pour être le plus proche collaborateur de Jean-Marie Le Pen, et cela depuis près de 15 ans, Laurin de Saint-Affrique. Bonjour. Bonjour Laurin, merci d'être avec nous. Cette invitation correspond à la sortie du second tome des mémoires de Jean-Marie Le Pen, Le Tribun du Peuple, aux éditions Muller. Jean-Marie Le Pen a 91 ans et s'apprête à faire la promotion de ce nouvel ouvrage. Il a d'ailleurs déjà commencé. Comment va-t-il ? Je crois que Jean-Marie Le Pen va plutôt bien. Alors il se plaint de moins bien marcher et il dit en ce moment que le haut va bien mieux que le bas. Voilà. Mais je crois que les personnes qui médicalement suivent Jean-Marie Le Pen, comme c'est normal pour un homme de son âge, sont tout à fait résultats. Il passe tous ses examens avec succès, il s'en réjouit. Bon, est-ce qu'avec la vieillesse se présente aussi souvent une forme de détachement? Et là, pour la première fois, là, je trouve que dans l'ouvrage, cette porte du détachement est ouverte avec cette phrase « Moi, ça ne va pas fort, mais tant qu'on a l'appétit, c'est comme le chien, il traîne la patte, il perd les poils, mais tant qu'il a faim, ça va ». C'est une boutade ou c'est cette forme de détachement? C'est la vérité de la vie de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui. Il vit naturellement à son rythme. Mais l'intérêt pour l'actualité est resté le même. Le désir de la commenter, maintenant qu'il ne peut plus la faire, existe. Il existe son blog vidéo, il y est très attaché toutes les semaines, ou presque toutes les semaines, où il s'adresse au public en général. Et puis il continue à lire beaucoup, il se plaint de l'encombrement des livres qui s'empilent sur son bureau, il en reçoit plusieurs par semaine. Voilà, grand amateur de télévision aussi, mais pas seulement les programmes politiques. Ce qui donne lieu à des échanges assez vifs le soir avec Jeannie Le Pen, afin de se mettre d'accord sur un programme. Alors de temps en temps, il fait une concession, il regarde un film qui ne l'intéresse pas, et puis elle lui laisse passer un match de foot ou un match de rugby, ou en ce moment, les championnats du monde d'athlétisme à Doha, vous voyez. S'intéresse toujours au sport. Là aussi, la télévision, depuis longtemps, un Le Pen qui regarde le journal télévisé, qui suit l'actualité sportive, etc., c'est pas récent. Non, c'est depuis toujours, et puis il s'intéresse à ce qui se passe à l'étranger. Il est abonné à Netflix, par exemple, ce qui lui permet, à travers les films, et souvent les séries ou les films américains, d'avoir une information qu'il qualifie de sociologique, en plus de la distraction, de l'élément de plaisir, de distraction. Il continue à aller au bureau 3 fois ou 4 fois par semaine, ça dépend. Il reçoit beaucoup de courriers, et puis il y a les éternelles difficultés. Il faut s'intéresser à l'actualité judiciaire, puisque les poursuites ne s'interrompent jamais. Et l'actualité fiscale pour Jean-Marie Le Pen, qui depuis les années 70 subit tous les 2 ans au moins une vérification approfondie de sa situation, et doit se justifier de tout. Nous avons actuellement l'affaire des assistants parlementaires aussi, qui est une véritable honte. Il n'y a rien à trouver, mais il faut s'en occuper. Il est obligé de se rendre devant des juges d'instruction, etc. Donc il y a ça aussi. La fréquentation du palais de justice ou du cabinet de Madame Thépaut. Comment toujours l'actualité, vous l'indiquez, vous participez à ce blog de Jean-Marie Le Pen, son journal de bord, 558e numéro, oui, je crois, 558 si je ne me trompe pas. En fait, on a l'impression quand même que pour Le Pen, le mot retraite ne figure pas dans le dictionnaire. Jean-Marie dit qu'il n'a conscience de son âge que depuis très peu de temps. Il parle de 2-3 ans, peut-être le 90e anniversaire, et puis certains épisodes de santé l'année dernière, qui ont un petit peu ébranlé son moral, parce qu'il y a eu un épisode un petit peu difficile. Et puis il s'est redressé, c'est parti d'une grippe, ça c'est compliqué. Et maintenant, je trouve, moi, qu'il va principalement bien, encore une fois, à son âge. Il y a très peu de temps qu'il sait qu'il a 90, 91 ans maintenant. Et quelque part, il a toujours 20 ans dans sa tête, dans beaucoup de domaines. Voilà, c'est un homme qui vieillit, qui ne vieillira jamais. Pas autant. Laurin de Saint-Affrique, vous avez travaillé plusieurs décennies maintenant au total avec Jean-Marie Le Pen. Ça commence, je le connais depuis 1973, donc c'est pas hier. Et ensuite la période de 84-94, puis il y a eu une interruption, et puis maintenant depuis presque 5 ans. Voilà, donc plusieurs décennies. On a dit beaucoup de choses sur l'homme politique, bien évidemment, sur son caractère. De breton, peut-on ajouter. Oui. Est-ce qu'il est facile de travailler avec lui? Mais c'est un homme facile, Jean-Marie Le Pen, qui s'adapte à toutes les situations. Quand on est en voyage, c'était vrai pour les campagnes électorales, ça l'est aujourd'hui pour quelques invitations qui perdurent, y compris à l'étranger. Il s'adapte absolument à toutes les situations. Il a été militaire, si on lui donne une douche froide qui suit un lit de camp inconfortable, c'est aussi bien que s'il est à la suite présidentielle d'un hôtel de grand luxe à l'invitation d'une puissance invitante. Voilà. Il est tout terrain. C'est un homme facile à vivre. On se représente toujours ses aspérités, le menhir, etc., le breton, une certaine rudesse, des petits épisodes comme ça. Ce qui est très bien avec Jean-Marie Le Pen, c'est un homme qui ne rumine pas. Autrement dit, ça sort et on passe à autre chose.
Ce qu'il ne faut pas faire, c'est lui raconter des coups. Autrement dit, se raccrocher aux branches. Si on commet une erreur, il faut le prévenir et l'associer à la solution de l'erreur. Si on la lui dissimule, si on essaye de mettre la poussière sous le tapis, là, il peut y avoir des grincements un petit peu plus vifs qu'à l'habitude. Bon, ça a l'air de ne pas être un grand secret qu'il ne faut pas le contredire, qu'il ne fallait pas le contredire, tout au moins en public. Oui, en public, mais c'est aussi quelqu'un qui écoute beaucoup. Il ne recherche pas l'unanimité. Bon, encore une fois, c'est la notion de public, justement. Le contester d'une manière publique, oui. Il lui est arrivé de reprocher cela en bureau politique, je crois, à Marine Le Pen, en trouvant qu'elle prenait tout très mal dès lors qu'il y avait une nuance, une critique, une interprétation différente de la sienne. Bon, elle a de qui tenir. Il est vrai qu'avec Jean-Marie Le Pen, ça peut prendre cette tournure, mais il faut savoir résister et argumenter. Ce sont les gens qui s'aplatissent qui disent ça, mais en réalité, si vous résistez, si vous combattez avec des convictions, ils l'acceptent tout à fait. Est-ce que ça veut dire qu'on peut le faire changer d'avis facilement? Ça, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, il fait la synthèse. Et autre chose, il n'a pas de complexe d'auteur. Vous pouvez le voir travailler sur un texte, mais si quelqu'un arrive avec un texte meilleur que le sien, il n'hésitera pas une minute à s'emparer du meilleur texte, qui n'est pas le sien. Pas de complexe d'auteur. En évoquant les difficultés donc liées à votre travail, ou pseudo-difficultés liées à votre travail, Gala et Le Parisien ont rapporté le fait que la mort de Jacques Chirac avait bousculé le plan de communication de Jean-Marie Le Pen pour la sortie de ses mémoires. Qu'en est-il exactement? Oui, ça a introduit un certain nombre de modifications de dernier moment. Il n'aurait peut-être pas fallu que le président Chirac vive 2 ou 3 jours de plus. Ça aurait été beaucoup plus difficile, la coïncidence avec la sortie du livre aujourd'hui. Là, à travers les hommages qui ont été rendus à Jacques Chirac, on a beaucoup parlé du 21 avril 2002. Et par conséquent, d'une certaine manière, la bande-annonce de l'actualité Jean-Marie Le Pen était induite dans les hommages rendus au président de la République disparu. Voilà, donc Je me suis dit finalement, toujours Chirac sur la route de Le Pen, finalement. oui, on a reçu des messages comme ça jusqu'au bout, il vous aurait créé des problèmes. Ça a pu être l'impression du début, ça a décalé quelques rendez-vous, mais pour finir, je crois que ça n'aura pas trop d'incidence. Comment il faut interpréter le tweet de Jean-Marie Le Pen? J'ai vu que c'était retweeté des dizaines de milliers de fois. Ah oui, c'est un record. Oui, l'annonce de la mort de Jacques Chirac, il a écrit « Mort, même l'ennemi a droit au respect ». Oui. Pourtant, dans l'ouvrage, il est très dur avec Jacques Chirac, qu'il traite de militant résolu de l'anti-France. Oui, il a parlé même d'accélérateur de déclin ce matin sur une chaîne concurrente. Oui, mais ça c'est Chirac vivant, c'est pas Chirac mort. La nuance, elle est là. Je veux dire que respect pour le président Chirac quand il est mort. En revanche, très grande liberté de critique à propos de Chirac vivant. Et il est vrai que dans le tome 2 des Mémoires, il ne l'épargne pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, le reproche que fait principalement Jean-Marie Le Pen à Jacques Chirac, en dehors du fait qu'il a accéléré le déclin justement du point de vue de Le Pen, c'est d'être un être sans morale, qui n'appliquait pas ses propres règles, à savoir celle de la démocratie. Et puis il reste tout de même un grand mécontentement. Il y a 2 choses, 2 épisodes en particulier. Je pense d'abord au refus du débat de deuxième tour de la présidentielle de 2002. Bon, ça n'est pas une obligation constitutionnelle, mais enfin, tout de même, on ressent bien cette tradition qui s'est installée depuis 1974, et donc être défaussé comme ça, Jean-Marie Le Pen ne l'a pas du tout accepté. Et puis il y a eu une autre histoire qui date de 1981. Une centaine, un petit peu plus, de maires RPR ont retiré au dernier moment leur signature, ce qui a empêché Jean-Marie Le Pen d'être candidat en 1981, alors qu'il avait fait une campagne qui avait démarré plusieurs mois, 1 an avant, avec toutes les conséquences, puisque le préfinancement de la campagne avait existé. Donc voilà, cette manœuvre-là, et puis le débat de deuxième tour, et ensuite la liste est très longue des griefs de Jean-Marie Le Pen à l'égard de Chirac. Le cordon sanitaire, n'est-ce pas? La diabolisation de Jean-Marie Le Pen, du Front National. Bon, tout cela, c'est un contentieux très lourd. Et il a pensé qu'en 81, s'il avait été candidat, en fait, la poussée de la droite nationale aurait commencé dès 81. Et Oui. donc, au lieu d'être en 2002 au second tour, il aurait pu l'être en 95, ou en 88 même. C'était ça son idée. C'est son idée, mais il reconnaît tout de même dans sa vie politique, alors il en a parlé à l'occasion du premier tome, qui allait jusqu'en 1972, c'est d'avoir assuré la promotion de la candidature de Jean-Louis Tixier-Mignoncourt et de ne pas s'être présenté lui-même, en considérant que ça a été là une perte de temps de plusieurs années ou même d'une décennie entière, puisque au fond, le Front National n'existera qu'en 1972, au lieu d'exister dans la foulée de la présidentielle, après la trahison, on ne peut pas dire autre chose de Tixier, qui a passé les accords avec les centristes pour une petite poignée d'investiture qui n'ont rien donné, mais il a torpillé l'élan de ce qu'avait été la campagne.
Et donc, ne pas s'être présenté lui-même en 1965, il y a une référence d'ailleurs de quelqu'un qui a été un adversaire de Jean-Marie Le Pen très ancien, puisqu'ils sont connus étudiants, c'était Michel Rocard. On se souvient que Michel Rocard a été candidat en 1969, et cette candidature, au nom du PSU, hein, ce sont des vieilles histoires, mais explique pourquoi il entre dans le jeu politique à un haut niveau à partir de 1974 auprès de François Mitterrand et ainsi de suite. Bon, et ça l'amènera à Matignon, vous voyez. Mais probablement oui que cette façon d'anticiper le calendrier, de le bousculer complètement à partir de 65, aurait pu permettre en effet d'envisager le pouvoir. Alors dans ce tome 2 des mémoires, Jean-Marie Le Pen fait défiler plus de 45 ans finalement de vie publique, 45 années évoquées d'ailleurs aussi dans 3 heures d'entretien exclusif diffusé depuis le 2 octobre sur TV Liberté. Est-ce que l'on peut résumer l'ensemble des propos à cette phrase récente d'ailleurs de Jean-Marie Le Pen: j'ai eu une vie assez droite, je ne suis pas comporté comme un salaud? Je crois qu'il est fier de sa vie droite justement. Je suis un homme droit, de droite, voilà. Et le fait de ne pas avoir à se reprocher de saloperie, il a utilisé le terme je n'ai pas été un salaud, je n'ai pas fait ce qu'on appelle des saloperies. Bon, il l'a répété plusieurs fois ces derniers mois d'ailleurs. Non, je crois qu'il est sans peur et sans reproche de ce point de vue-là. Quand il se retourne et qu'il regarde son existence, sa vie, il ne voit pas de raison d'avoir un regret, d'avoir fait quelque chose de moche, quoi, à aucun moment. Alors au-delà des événements, des temps forts, des embuscades médiatiques, elles sont relatées dans l'ouvrage, il y a des thèmes qui transversaux en fait, qui traversent l'ouvrage. Par exemple celui de l'immigration, et j'ai l'impression que Le Pen veut rester comme celui qui a évoqué en premier en fait les conséquences de la montée quasiment inexorable de l'immigration en France et plus largement en Europe. Il a été là-dessus un précurseur. Je crois qu'il a été le premier, le seul, la vigie. Il a utilisé cette expression de Marine qui lui va bien, de Marine à voile, hein, je précise. C'est d'avoir compris le premier, probablement, ou l'un des premiers, l'évolution démographique du monde et donc ses conséquences, telle une vague qui monte, qui monte, qui monte. Et les protections qu'il aurait fallu mettre en place avec cette idée que si ça continue, eh bien la France sera débranchée, ou plus actuellement les Français seront débranchés de la dimension identitaire et culturelle de la France et qu'il ne s'agira plus de la France. Il l'a vu très vite. Alors évidemment, c'est un leitmotiv qui, au début, n'est-ce pas, et dans la période postcoloniale, enfin, les Français avaient beaucoup de difficultés à le comprendre. Aujourd'hui, ça devient une évidence pour tout le monde, qu'il se passe quelque chose. Jean-Marie Le Pen n'a jamais eu peur de l'expression du grand remplacement, par exemple, pour décrire ce mécanisme. Alors inexorable, probablement. Mais si on ne fait rien et si on ne retient pas, si on ne limite pas drastiquement les moyens par lesquels cette immigration se porte chez nous, il est certain que, alors à ce moment-là, c'est l'expression que j'utilisais tout à l'heure et qu'il a reprise pour Jacques Chirac, accélérateur de déclin. Accélérateur de perte de contrôle identitaire des Français dans leur propre pays. Alors, autre notion essentielle, Jean-Marie Le Pen définit le rôle du politique, de l'homme d'État à travers tout l'ouvrage et revient régulièrement l'idée d'être un porte-voix, souvent utilisé ce terme-là, en quelque sorte la voix des Français. Là, on voit bien le titre de l'ouvrage, le tribun du peuple. C'est finalement un grand leader populiste, socialiste, non, populiste, qui met sa voix au service du peuple, comme il aime à le rappeler. Oui, d'ailleurs, nous avons un certain nombre d'amis américains dans le monde des républicains aux États-Unis, assez proches de Donald Trump, qui nous disent qu'au fond, quand on regarde bien, Jean-Marie Le Pen a été peut-être l'inventeur du populisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, le premier. Et qu'on ne trouve pas forcément d'équivalent dans la vie internationale de quelque chose de comparable sur un terrain strictement démocratique. Évidemment, dans d'autres secteurs où le respect des valeurs démocratiques est moins affirmé, on peut parler de populisme. Mais là, le populisme démocratique à la Le Pen, je pense qu'on peut dire qu'il a été le premier, oui. Vous savez, Le Pen, c'est comme Google. C'est mondial, c'est connu. Où qu'il aille, tout le monde sait qui est Jean-Marie Le Pen. Dernière notion tout aussi essentielle, mais rappelez là aussi tout au long du livre, et qui est finalement une notion, là, cette fois-ci très polémique, c'est l'inefficacité de la dédiabolisation. Pour Le Pen, qui combat le communisme, qui combat la mondialisation, sera diabolisé quoi qu'il fasse, et il enfonce le clou en citant les exemples de Trump, par exemple, ou de Salvini. Il ne faut pas se dédiaboliser au moment, dit-il, où le diable devient populaire. Il y a une raison, c'est que la diabolisation, elle vient forcément des adversaires, à moins d'imaginer qu'on s'auto-diabolise volontairement, accusation qu'on a quelquefois portée contre Jean-Marie Le Pen. Et que j'allais vous poser.
Dans ce tome 2, je crois qu'il essaye de tordre le cou à une légende. Jean-Marie Le Pen ne voulait pas du pouvoir. C'est totalement faux. Simplement, quand vous faites jamais plus de 18%, qui est le score maximum qu'il ait réussi à faire, l'ambition de prendre le pouvoir est dérisoire. Il faut franchir au moins le cap des 20%, et même beaucoup plus. Donc, bien sûr que si, il l'aurait exercé, il le souhaitait, il voulait porter les idées qu'il a toujours défendues au pouvoir, avec le Front National, avec tous ceux qui l'ont rejoint à cette époque. Et sa grande inquiétude aujourd'hui, quand il parle du Rassemblement National, il l'a réaffirmé récemment, c'est l'isolement du Rassemblement National. Et vous voyez, cette histoire de dédiabolisation, alors, il y a un petit peu de deuxième degré dans la façon de dire on souhaite se dédiaboliser, chose impossible, au moment où le diable lui-même devient populaire. Mais il est vrai que la prise de conscience de la question migratoire, entre autres de la question identitaire, et d'une certaine crainte qui est en train de s'afficher maintenant dans les milieux populaires au sens très large, lui donne évidemment raison. Et donc aller dans l'autre sens, en mettant tout cela sous le tapis pour faire plaisir au système, si on se dédiabolise, ça veut dire qu'on a fait des concessions. Autrement dit, qu'on s'est rapproché de la thèse de ses adversaires. Ce qui n'est pas tout à fait la démarche de Jean-Marie Le Pen, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous l'avez évoqué, certains ont fait le reproche, et font encore le reproche à Jean-Marie Le Pen, d'avoir institué finalement un phénomène de diabolisation, tout simplement pour créer des digues naturelles entre les partis classiques, conservateurs, et le Front National, afin que le Front National reste intègre de son point de vue. Oui. Il y a eu aussi, quelquefois, des épisodes sémantiques qui ont échappé à son jugement, ou en tout cas à sa volonté directe. On ne va pas reparler éternellement du détail, mais enfin, vous imaginez bien, d'abord que dans son esprit, il est de bonne foi, autrement dit, il n'a pas vu ce que cette phrase pouvait avoir même pas de choquant, mais de faux dans la structure sémantique, dans le sens des mots d'un homme de culture, qui n'a pas vu le problème. Il a assez vite perçu, en revanche, ce que ça allait donner contre lui, ça bien sûr. Et puis, vous savez, il y a une chose simple sur ce sujet-là, et on va peut-être passer à autre chose, du reste, il est légèrement évoqué dans le tome 2 des Mémoires. Je ne crois pas qu'il y avait lieu de s'y étendre tellement. Il y a autre chose, c'est qu'il n'existe pas de marche arrière sur le véhicule Le Pen. Voilà, c'est comme ça. Quand on regarde toutes les déclarations qu'il a pu faire sur le très long terme, parce qu'on dit 40 ans aujourd'hui à cause des dates du livre, mais ça commence dans les années 50, les premières responsabilités politiques par le syndicalisme étudiant et puis ensuite par le mouvement Poujade, c'est 60 et quelques années de vie publique, dont les 40 dernières sont évoquées ici. Ce livre reprend l'essentiel des messages de Jean-Marie Le Pen. Il est construit de manière politique, mais aussi de manière personnelle, car on voit bien quelle est la vie de Jean-Marie Le Pen, la vie personnelle, familiale de Jean-Marie Le Pen, à côté de la vie politique. Et puis il y a quelque chose qu'il a fait, il y tenait beaucoup, c'est de reprendre, pas seulement dans les annexes, mais dans le corps du texte, un certain nombre d'épisodes, soit de la vie internationale, soit de réévoquer des grands personnages, avec la date de leur mort. Et on s'aperçoit que des gens qui ont complètement dominé la société française à un moment où la société mondiale ont complètement disparu. Ce qui débouche sur sa profonde réflexion sur la vanité des choses et des êtres. Très souvent, vous savez, il fait ce geste quand on lui demande « Est-ce que vous comptez entrer dans l'histoire ou laisser une trace derrière vous ?» Il parle des milliards de galaxies et il fait ce petit geste. En dehors de Jean-Marie Le Pen, alors la personnalité qui retient l'attention aussi dans l'ouvrage, parce qu'elle est nommément citée de nombreuses fois, c'est la présidente du Rassemblement National, sa fille Marine. Alors s'il revendique une véritable affection filiale, il reste paternel, pardon, en l'occurrence, il reste particulièrement dur avec le responsable politique. Les mots très durs couvrent à peine les amabilités, courage, intuition, etc. Est-ce que la défense de l'intérêt général, ce n'est pas non plus de soutenir celle qui incarne le mieux les chemins du succès de son propre camp? Écoutez, c'est ce qu'il aura fait concrètement, même après l'exclusion qui l'a frappé, et dans le moins qu'on puisse dire, et qu'elle est un acte d'hostilité de la part de Marine Le Pen vis-à-vis de son père, ou de la part de la présidente du Front National de l'époque vis-à-vis du président fondateur. Il faudrait parler comme ça parce que je pense que sur le plan personnel, les choses se sont passablement aplanies. Bon, ça n'est pas encore la grande détente, mais enfin, depuis le 90e anniversaire, on se rend bien tout de même qu'il a été possible d'isoler l'aspect familial du reste. Bon, maintenant, on parle d'attaque. Il n'y a pas d'attaque contre Marine Le Pen dans ce livre. Il y a un certain nombre d'observations. Il dit clairement qu'elle n'a pas de colonne vertébrale. C'est cela qui ressort. S'il avait voulu faire ça, il aurait utilisé ces mots-là. C'est une interprétation. Il n'écrit pas cela. Mais c'est vrai qu'il se reproche à lui-même d'abord de ne peut-être pas avoir passé assez de temps dans l'éducation de ses enfants en général.
sans savoir qu'un jour, ses enfants feraient de la politique. Là aussi, je pense qu'on le comprend dans ce livre, il n'y a pas eu de programmation de la famille Le Pen pour succéder à Jean-Marie Le Pen. L'enchaînement s'est fait d'une certaine manière. On a beaucoup dit qu'il pensait d'abord à Marie-Caroline Le Pen. Elle était peut-être la plus politique, la plus honnêtement, strictement de droite d'ailleurs en termes de valeurs. Mais il n'avait pas cette idée-là. Il a poussé éventuellement les uns ou les autres à exercer des mandats, mais pas forcément avec l'idée de la transmission. Et donc, lui prêter ce calcul de toujours avoir pensé la programmation de sa progéniture dans l'espoir de continuer, je crois que c'est tout à fait excessif. En tout cas, il ne le reconnaît pas parce que probablement ça n'est pas vrai. Est-ce qu'il est trop dur avec Marine Le Pen? Il n'a pas cherché à lui nuire, il ne cherche pas à être malveillant, il n'y a pas d'arrière-pensée. Il y en a deux preuves. Ce livre aurait pu sortir avant les élections européennes. Bon, compte tenu de la polémique qui pouvait exister, il est certain que ça pouvait nuire, gêner la campagne européenne. Bien, il ne l'a pas fait. Ensuite, si à travers Cotelec, vous savez, le micro-parti qui remplace le système bancaire finalement depuis des décennies, s'il n'avait pas décidé de soutenir Marine Le Pen financièrement pour l'élection présidentielle, eh bien, il n'y avait pas de campagne présidentielle. Il a systématiquement demandé à tous ceux qui lui faisaient confiance de voter pour les candidats du Rassemblement national aux élections législatives. Même si nous avons eu au premier tour un certain nombre de représentants, il va de soi qu'au second tour, il n'a pas manqué, en tout cas du fait de Jean-Marie Le Pen, une voix pour les candidats résiduels du Front National devenu Rassemblement National, ou du Rassemblement National, voilà. Donc quand il y a un acte à accomplir, il ne s'est jamais trompé de cible. Et il a toujours condamné vertement ceux qui ne le comprenaient pas. Un premier tour, bon, c'est une chose, mais au second tour, il va de soi qu'il n'était pas question de nuire en quelque manière que ce soit. Tout le monde est tombé sur le dos de Marine Le Pen au moment du débat du deuxième tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron. Vous n'avez pas entendu Jean-Marie Le Pen en rajouter dans ce domaine, au contraire, puisqu'il a toujours considéré que même si ce débat était extrêmement décevant, on peut s'en relever. En prenant une image sportive, voilà, champion du monde de descente en slalom géant ou en descente, peut se casser la figure, prendre une porte, etc. Sa carrière ne s'achève pas automatiquement. C'est une contre-performance, mais qui n'est pas fatale dans la durée. Bon, il aurait pu l'enfoncer en disant, en effet, la pauvre, bon, voilà. Non, il n'a pas fait ça. Donc, en amour, il y a des preuves d'amour, dit-on. Il me semble qu'en politique, des preuves de loyauté à ce niveau-là n'ouvrent pas le champ à une discussion, si bien que parler aujourd'hui d'attaque dans ces jugements est très excessif. Mais il n'y a que 2 ou 3 remarques psychologiques qui s'inscrivent dans les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et quand il parle de son exclusion, il considère que c'est une faute morale très grave. Bon, il n'a pas été le seul à le penser. Et il n'attribue pas cela exclusivement à Marine Le Pen. Il y avait aussi le rôle de Florian Philippot et de quelques autres. Mais il n'empêche qu'il n'a pas... Non, il ne l'épargne pas, mais il ne l'enfonce pas. Quelqu'un qui n'enfonce pas, c'est Marion Maréchal. Oui, avec 2 ou 3 petites remarques sur sa stratégie. Il regrette toujours autant qu'elle n'ait pas choisi de se représenter dans sa circonscription du Vaucluse. Enfin, c'est un siège Front National, il est devenu autre chose. Et puis on peut partir, mais après il faut savoir revenir, il la met en garde. Alors il y a une petite phrase qui est amusante d'ailleurs, on est très populaire quand on ne fait rien, mais il faut peut-être pas en abuser. Et par conséquent, il insiste d'ailleurs, tant de gens gâchent leur chance. Je ne le lui souhaite pas, dit-il. C'est vrai qu'il a une indiscutable admiration pour Marion, c'est comme ça, et je crois qu'elle est méritée. Merci Laurent de Saint-Afrique, on pourrait vous écouter pendant des heures, il faudra lire bien évidemment ce second plus important, tome, le tribun du peuple. Allez, dernière question, toute dernière question, je vais me faire disputer. Pendant longtemps, sous forme de boutade, Jean-Marie Le Pen disait qu'il mourrait au même âge que Mathusalem, je le rappelle, c'est quand même 969 ans, c'est tout le mal que je lui souhaite personnellement d'ailleurs. Dans le livre, il évoque néanmoins sa mort, ce qui est une des premières fois, sous sa plume, de vive voix, qu'il le fait, et il dit « J'espère en tout cas avoir été un chaînon français honorable, non pas un maillon faible, mais un maillon utile aux autres. Je veux finir comme une chanson, sans cuivre ni cymbale. J'aurais vécu et je mourrai libre, comme un air se perd dans le vent. » Il y a une dimension poétique chez Jean-Marie Le Pen, mais il est vrai que l'évocation, par exemple, ça fait quelques années qu'il s'est occupé de mettre en ordre ses affaires, y compris à la Trinité-sur-Mer, puisque tout le monde sait que la dernière demeure de Jean-Marie Le Pen sera très proche de la première, n'est-ce pas? C'est le cimetière de la Trinité-sur-Mer, où sont enterrés ses parents. C'est le caveau de famille avec la croix bretonne. Il s'en est occupé il y a plusieurs années, et il me disait, il y a 2 ou 3 ans, encore une fois, qu'il pense à son âge, ou qu'il visualise éventuellement, comme ça, sur un songe, cette journée où il rejoindra cette dernière demeure. Mais je ne crois pas que ça le hante non plus d'une manière obsessionnelle et
quotidienne. Mais il en parle, Alors que lorsqu'il était autrefois militaire, car il a été un combattant, il a parcouru des lieux où la mort planait et rôdait, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il reste à la fois optimiste et il y a tout de même une espèce de nostalgie. Il a eu une jolie phrase un jour, c'est cette idée du fleuve qui débouche sur des rapides. Alors évidemment, il faut ramer pour s'éloigner de la chute d'eau. Mais on sent quand même le bruit se rapprocher. Voilà, Jean-Marie Le Pen, le poète. Le bruit se rapproche, mais ça ne l'empêche pas de continuer à ramer avec la même énergie pour s'éloigner de cette échéance. Sans crainte particulière. Il n'est pas pressé. Et avec une certaine confiance, car Jean-Marie Le Pen est croyant, vous le savez. Eh bien, en attendant, on va le lire dans le Tribunal du Peuple aux éditions Muller, et puis on le retrouve bien évidemment avec vous, dans son journal de bord, que l'on peut consulter, et qui va démarrer sur son 559e, 560e, jusqu'à 1000. 1000, 2000, 3000. Voilà, comme Mathusalem. Sans oublier le partenariat avec Marie Derbès, qui le co-présente avec moi, ou qui aujourd'hui le présente seul, puisque j'étais chez vous. Évidemment. Merci beaucoup, Laurent de Saint-Afrique. Merci de votre invitation.